Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Comment ça va? Incroyable. Ih. Bienvenue FAQ politique, tout ça, tout ça. Oula, déjà 5 subs, oh mon dieu, comme déjà 5 subs. T'as même pas le temps de se poser, il y a déjà 5 subs offerts, c'est incroyable. Merci Alteos. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire comment ça va, vous? Déjà, on va commencer par la base. Est-ce que vous êtes en vacances? Ou est-ce que ça bosse? C'est comment, là? Comment ça se passe? On est bien, on n'est pas bien? Pas de QAG aujourd'hui? Bah non, c'est les vacances, il n'y a pas de QAG, c'est les vacances. Vacances parlementaires. Mais ça reprend la semaine prochaine, rassurez-vous. Rassurez-vous. On va pouvoir parler du conclave. Pardon. Le conclave à l'Assemblée nationale, bien sûr. Celui sur les retraites, hein, t'as compris la blague. Voilà. Didadoum. Est-ce qu'on peut être pape et maire de Pau? Ah bah j'espère bien qu'on puisse être pape et maire de Pau. Déjà qu'on peut être pape, déjà qu'on peut être Premier ministre et maire de Pau, alors je vois pas pourquoi on pourrait pas être pape. Est-ce qu'il y a sur les bancs du centre gouvernemental des gens qui se sont prononcés contre François Bayrou suite à l'affaire Betaram? Non. Non, personne ne s'est prononcé contre Bayrou suite à l'affaire Betaram. Les gens ont dit, ils ont tous dit la même chose, hein, c'est à la justice de faire son travail. S'il y a une commission d'enquête au Parlement, elle fera son travail et chacun s'exprimera. Et s'il faut réformer l'éducation nationale pour mieux contrôler les établissements privés, on le fera. Voilà. Fin des éléments de langage, ce qui est tout à fait normal et habituel. Il n'y a pas de... Fallait pas s'attendre à autre chose que ça. J'ai envoyé mon CV au Vatican, on sait jamais. Mais tu as bien raison. Qui ne tente rien n'a rien. Ça s'appelle la méthode Rachida Dati. T'envoies un mail et on verra bien. Et des fois, ça peut marcher. Abémousse au chocolat. Pardon. Il a fallu que je la prononce à haute voix pour la comprendre. Est-ce qu'on peut pas refaire la papauté d'Avignon histoire de faire un cumul des mandats en plus? Non mais attends. Parce que ce qui est très drôle, c'est que Backseat, cette semaine, aura lieu vendredi. Et on sera en direct du Palais des Papes à Avignon. Parce que c'est le festival Frames qui se tient cette semaine. Donc c'est beaucoup trop marrant. Genre dans les sujets de l'actu, on va parler du pape depuis le Palais des Papes à Avignon. Pour moi, c'est le crossover le plus barré que j'aurais pu imaginer pour un backseat, quoi. Alors, je dis ça, mais je suis pas convaincu qu'on sera physiquement au Palais des Papes. Parce qu'il y a plusieurs endroits dans Avignon et tout. Je sais pas si backseat sera tourné depuis le Palais des Papes. C'est à vérifier. Et merci Frikilax pour ton resub. Merci EGH. Merci Chartrou également. Pollen22. Sliva. Aya. Ayon. Doc Aubry. Merci pour vos resubs. Merci à vous. La cour du Palais des Papes, sinon rien. T'es marrant, toi. Déjà, faut qu'on réussisse à remplir la salle. Hein. Vous venez, hein. Les gens qui habitent dans le sud, là. Tous les gens qui habitent au sud de Orléans. Bon, bah rendez-vous à Avignon ce week-end, voilà. C'est tout, c'est dit. C'est dit, c'est fait, c'est Frames, c'est Backseat. Let's go. C'est loin, chef. Faut y mettre du sien un peu. On n'aime pas la réussite dans ce pays. Hein. Zut, j'habite à Orléans Nord. Ah merde. Ah, ça fait un peu loin pour toi du coup. J'habite à Lyon, est-ce que je dois venir? Oui, c'est une obligation. C'est une obligation légale. S'il y a une émission Backseat qui se tient dans un rayon de 200 km autour de vous, vous êtes obligé d'y aller. Si le Palais des Papes n'est pas dispo pour Backseat, c'est possible de déplacer Frames au Vatican. De source fiable, il y a une chambre qui s'est libérée. T'imagines? Backseat,
Euh, Dans la chapelle Sixtine. Backseat dans la chapelle Sixtine. Et c'est parti pour le quiz à la con. Oh non, 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 mais... Non, ça aurait de la gueule, ça aurait de la gueule. Ça, je vous l'accorde. À qui quelle est la bagnole? Commencer l'émission avec de la fumée blanche. Ah ouais, putain, on mettra on mettra des fumigènes sur le plateau. Blasphème, mais j'avoue, ça me ferait rire fort. C'est pas un blasphème, parce que la chapelle Sixtine, je suis pas sûr que ce soit une église consacrée, hein. La basilique Saint-Pierre de Rome, oui, mais la chapelle Sixtine, remarque, tu me diras, c'est une chapelle. Ouais, non, c'est un peu débile ce que je suis en train de dire. J'essaie de plaider ma cause, je me prépare pour un procès canonique. Bah voilà, je plaiderai le fait que, ouais, bon, vous dites chapelle Sixtine, mais c'est là que vous organisez les conclaves avec les cardinaux. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas que des messes qui ont lieu là, hein, voilà. Des fois, quand il s'agit de faire des réus, vous squattez la salle. Bon, bah je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas squatter la salle pour faire un backseat. Moi, je plaiderai ma cause, monsieur. Moi, je défendrai backseat jusqu'au bout. Le méli de Monseigneur Massier. Oh, t'imagines, on fera des modifications sur les micros pour qu'il y ait de l'écho en permanence. Sur tout ce qu'on dit, il y aura de l'écho. D'ailleurs, j'ai un raccourci d'écho ici ou pas? 1, 2. Ah. Ah, c'est pas mal. Mais c'est un écho qui fait un peu pourrave, ça fait pas très église. 1, 2, 1, 2. Non, non, c'est là, non. 1, 2, 1, 2. Non, j'ai pas de... J'ai pas d'ambiance église. Effet cathédrale. Faudrait que j'aille chercher dans les réglages, mais ça me fait chier. Je vous dis tout de suite, ça m'emmerde. Du coup, FAQ politique. FAQ politique. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de la politique en général et au regard de l'actualité, bah écoutez, je serais ravi d'essayer d'y répondre, si je peux. Bon, si vous avez des questions sur la liturgie, si vous avez des questions sur la théologie et sur l'apologétique, je vais pas y arriver. Je vous le dis tout de suite, je suis un peu rouillé. Alors, ok, j'ai reçu une éducation catholique, mais bon, c'était il y a 25 ans, tu vois, il y a un moment... On va pas se mentir, je suis rouillé, hein. Le pape est catholique? Est-ce que le pape est catholique? Ça se trouve, il est athée, le mec, hein. Ça se trouve, c'est juste un personnage, hein. Je sais pas. Est-ce qu'on peut te demander ton avis sur le réglage des injecteurs d'une Twingo 2 1.2 essence? Non, non, pareil. Là, demande à Sylvain de Villebrequin, il va te répondre. Question, est-ce qu'on peut être président de la République avec un bracelet au pied? Légalement, oui. Si on n'est pas sous le coup d'une inéligibilité. Techniquement, ça me paraît complexe quand même. Je veux dire. J'ai un président de la République avec un bracelet au pied qui dit excusez-moi, je suis désolé, mais là je m'envole pour New York parce qu'il y a une assemblée générale des Nations Unies. Comment vous dire que c'est prioritaire? Ouais. Est-ce qu'il y aura une dissolution en juillet ou pas? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on aura une fucking dissolution dès lors qu'il sera à nouveau possible de dissoudre pour le président de la République Emmanuel Macron? Bah, j'ai envie de répondre, ça dépend. Oui, ça dépend, ça dépasse. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne Twitch, ça fait 10 ans que je fais de la vulgarisation politique de très haut niveau. Non mais sérieusement, Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait plus redissoudre. Bon bah ça d'accord, très bien, d'accord, ok, donc on sait que, a priori, on n'aura pas de dissolution décidée par le président de la République. Mais, il est possible que le président de la République se voit imposer une dissolution. La dissolution, c'est pas toujours le fait du prince. Ça peut aussi être un constat d'impossibilité de former des coalitions. Auquel cas,
bah, Macron va peut-être être contraint et forcé de dissoudre. Alors quelles seraient les conditions qui forceraient un Emmanuel Macron à dissoudre? Eh bien, il faudrait qu'il y ait suffisamment de députés à l'Assemblée nationale qui estiment qu'ils ont intérêt à avoir des élections anticipées. Par exemple, si le Rassemblement national et une bonne partie de la gauche estiment que c'est utile de déclarer des nouvelles élections parce qu'ils ont des bonnes chances de les remporter, alors peut-être qu'ils seront tentés de voter une motion de censure et d'exiger une dissolution. Tu peux même écrire dans le texte de la motion de censure que tu souhaites une dissolution. Tu peux faire ça. Bon, à voir. Mais encore une fois, admettons que François Bayrou soit censuré. Macron n'est pas obligé de dissoudre tout de suite. Non. Macron peut nommer un nouveau Premier ministre et le charger de composer un gouvernement basé sur un large rassemblement de forces politiques qui doivent travailler ensemble. On peut l'imaginer. Est-ce qu'il y arrivera le Premier ministre en question? J'en sais rien. Peut-être que comme Michel Barnier, il va se faire censurer au bout de 3 mois. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a des questions au gouvernement à 15h? Non, comme c'est écrit dans le titre, c'est une FAQ politique. Donc, quand vous posez la question, est-ce qu'il y aura une nouvelle dissolution? Posez-vous la question différemment. Est-ce qu'Emmanuel Macron a envie de dissoudre? La réponse est non. Est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à dissoudre? La réponse est non. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron peut se retrouver en situation d'être obligé de dissoudre? C'est possible. Si vraiment l'Assemblée nationale n'y met pas du sien, il y aura peut-être une dissolution. Dissolution faute de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Un gouvernement LFI et RN pour troll. Non, mais au-delà de la blague, en fait, tu peux pas forcer des groupes à travailler ensemble s'ils en ont pas envie. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas créer un rassemblement de ce type-là. Personne n'acceptera de siéger là-dedans. Donc, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas intérêt? Bah, parce qu'Emmanuel Macron est en recul du point de vue de l'influence politique. Emmanuel Macron, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Il n'est pas au prime de sa popularité. Il a réussi à être réélu président de la République après avoir gouverné pendant 5 ans, ce qui est déjà un miracle. Hein, c'est du jamais vu, je vous rappelle. Hein. Macron a réussi un truc qui était impossible jusque-là. Macron a été réélu en 2022 président de la République. Aux législatives de 2022, il n'a pas obtenu une majorité absolue, ce qui était déjà le signe que les Français t'aiment pas tant que ça. Hein. Ensuite, il a dissous en 2024 de manière complètement débile, mais ça c'est son problème. Et il s'est retrouvé avec encore moins de députés. Et depuis, on est dans la merde dans laquelle on est maintenant. Si Macron dissout demain matin, je vois pas comment Macron pourrait gagner plus de députés. Genre vraiment, il n'y a aucun scénario dans lequel Macron progresse en nombre de députés. Donc ça va être soit le Rassemblement national au pouvoir, soit la gauche. Avec des macronistes dedans. Mais il n'y a pas de... Là, Macron, c'est le champ du cygne. Hein. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas intérêt à dissoudre. Emmanuel Macron, faut se rendre à l'évidence, là, Manu. Hein. C'est un peu d'aide. Hein. Les gens, ils te l'ont dit 2 fois déjà qu'ils n'étaient pas giga chauds. C'est quoi l'intérêt de dissoudre en cours de mandat alors que l'usure du pouvoir t'assure de ne pas avoir plus de députés? Mais c'est une très bonne question. Et c'est précisément la raison pour laquelle on n'a pas eu de dissolution depuis 25 ans. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. L'usure du pouvoir, je vous rappelle que quand on est au pouvoir, le pouvoir ça use, la cote de popularité baisse, les Français boudent, ils sont pas contents des annonces, des mesures qui sont mises en place, etc. Si tu dissous, tu as une forte chance de perdre ta majorité si d'aventure tu avais une majorité.
les dissolutions précédentes, elles étaient faites au moment où le momentum politique était le meilleur, c'est-à-dire généralement juste après une élection présidentielle. En 1981, quand, quand en 1981, quand Mitterrand est élu président de la République, l'un des premiers trucs que fait Mitterrand, c'est dissoudre l'Assemblée. Parce que l'Assemblée en cours, là, à l'époque, il n'y avait pas de synchronisation des agendas, hein, je vous rappelle du calendrier. Donc, Mitterrand, il arrive au pouvoir, il commence par dissoudre l'Assemblée. En disant aux Français, vous venez de m'élire président de la République, confiez-moi une majorité de députés pour mener le train des réformes que je vous ai promises dans mon programme. Et les Français disent oui, oui, bien sûr, on va te donner une majorité, et hop, on a une majorité socialiste en 81 à l'Assemblée nationale. Le mandat des députés dure 5 ans, on arrive en 1986. 1986, la droite est loin devant dans les sondages. Bah évidemment, la gauche, ça fait 5 ans qu'elle gouverne, autant vous dire qu'elle n'est pas très populaire. Donc, on fait la proportionnelle pour essayer de réduire la place de la droite à l'Assemblée. Et parce que oui, la proportionnelle en 86, ça servait juste à ça. Hein. Bon, manque de bol, ça marche pas. La droite, ils ont quand même une majorité à l'Assemblée nationale et Jacques Chirac devient Premier ministre. C'est la première cohabitation. Mais oui, mais François Mitterrand, il est encore président de la République à ce moment-là. À l'époque, c'était 7 ans le mandat de président. Comme il a été élu en 1981, la prochaine élection présidentielle, c'est 1988. Donc là, on a 2 ans de Jacques Chirac. On a 2 ans de Jacques Chirac au pouvoir, les privatisations, les machins et tout, la droite au pouvoir et tout. Et les Français, ils boudent un peu Jacques Chirac. Du coup, on arrive en 88 à l'élection présidentielle. Qui c'est qui gagne? François Mitterrand. Il est réélu président de la République, alors qu'il y avait juste une cohabitation avant. Il y avait Jacques Chirac. Jacques Chirac qui était soutenu par une majorité de droite, élu en 1986. Qu'est-ce qu'il fait François Mitterrand en 88 dès qu'il est élu? Bah, il refait la même chose, hein. Il dissout l'Assemblée nationale. Il va pas continuer à gouverner avec Chirac, puisque les Français viennent de dire non, Chirac c'est non. Bon, et bah François Mitterrand, il dit à Jacques Chirac, et moi je dissous, hein. Donc ton assemblée de droite, ça dégage, et on va dire aux Français d'élire une nouvelle assemblée. Et les Français, dans la foulée de l'élection présidentielle remportée par Mitterrand, réélisent une majorité de gauche. Alors attention, parce qu'en réalité c'était une majorité relative. Enfin, ça se jouait à pas grand-chose. Ça se jouait à pas grand-chose, c'était le gouvernement de Michel Rocard, etc. Je vais pas rentrer dans le détail. Ça se jouait à pas grand-chose. Donc 1988, du coup, nouvelle Assemblée nationale, pas de cohabitation, les socialistes sont à l'Élysée et à Matignon, tout va bien. Tout va bien, donc c'est le retour de l'impopularité. On y retourne. C'est reparti pour un tour. Les réformes, machin, les Français, ils sont pas contents, ils boudent et tout. 1989, chute du mur de Berlin. On va pas se mentir, ça a foutu un coup à la gauche, hein, quand même. Parce que le paradis des travailleurs n'en était pas un, comme dirait l'autre. Donc, on arrive à la prochaine élection législative. Vu que c'est 5 ans le mandat, 88, 93. 1993, les Français votent massivement à droite. Une des plus belles victoires de l'histoire de la droite en France, c'est 1993, ce qu'on a appelé la vague bleue. Pas compliqué, hein, tu regardais l'hémicycle, c'était vague bleue. Les mecs, UDF plus RPR, loin devant. Et Balladur arrive au pouvoir. Balladur, donc, arrive au pouvoir à Matignon. C'est la deuxième cohabitation qui va durer que 2 ans. 93-95 jusqu'à la présidentielle. On l'a appelée la cohabitation de velours. Parce qu'elle se passait pas très mal. Elle se passait pas très bien, pardon. Non, putain. Elle se passait pas si mal que ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, je m'arrête là, hein, pour les histoires de calendrier, mais vous avez compris un petit peu la philosophie. Une dissolution, ça se faisait à l'époque après une élection présidentielle. Dans une forme de logique institutionnelle et de logique de momentum de l'opinion publique des Français. Exprimé par les votes. À quand un vrai gouverneur qui met un terme à cette politique d'assistanat qui dure des dizaines d'années, depuis des dizaines d'années? Une politique d'assistanat qui dure depuis des dizaines d'années. D'accord. Mais elle est avec nous dans la pièce, la politique d'assistanat, ou c'est comment? Parce qu'elle se matérialise par quoi, ta politique d'assistanat? Je te jure, ça saute pas aux yeux, hein. Si tu veux parler d'État-providence, on peut en discuter, mais
Bah, on est quand même sur de la restriction budgétaire depuis des dizaines d'années pour le coup. Mais pourquoi pas, hein, enfin, c'est toujours une question de point de vue. Hein. Hum, Assistance des entreprises. Entre autres, oui. L'inversion du calendrier électoral n'aide pas à la gauche d'être au pouvoir et empêcher toute cohabitation. Alors, je vois pas ce que l'inversion du calendrier électoral a à voir avec la gauche. Alors là, pour le coup, la gauche, ça l'a pas empêché de gagner des élections. Et empêcher toute cohabitation, bah, c'était un peu l'idée. C'est-à-dire que l'inversion du calendrier électoral, c'est la réforme de l'an 2000 qui a mis en place le quinquennat pour le président de la République. Donc, on réélit plus fréquemment nos présidents. Avant, c'était 7 ans, maintenant, c'est 5 ans. Et ensuite, on synchronise le calendrier législatif sur le calendrier présidentiel. Donc, on élit l'Assemblée un mois après la présidentielle. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, depuis cette réforme-là. Mais si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le rythme du calendrier qui se faisait à l'époque, bah, vous comprenez qu'en fait, c'est cohérent. C'est complètement cohérent, en fait. Puisque de toutes les manières, c'était déjà la pratique. Dès que tu avais un nouveau président de la République, il dissolvait, et du coup, on repartait pour 5 ans. Donc, un nouveau président de la République, il dissolvait, on repartait pour 5 ans, etc. Donc, en vrai, enfin bon, voilà. L'autre truc qui a quand même joué dans la réforme du quinquennat, c'est que la réforme du quinquennat, elle a été soutenue par la droite et par la gauche. Pourquoi est-ce qu'elle a été soutenue par la droite et par la gauche? Bah, simplement parce que la droite et la gauche se sont retrouvés tous les deux en situation de cohabitation dans un sens et dans l'autre. La gauche a été à l'Élysée pendant que Matignon était à droite à 2 reprises, puis la droite a été à l'Élysée pendant que la gauche était à Matignon à 1 reprise. Autant vous dire qu'à l'issue de ces 2 expériences que chacun des camps a considéré comme étant effectivement un peu pourraves, ils se sont dit, viens, on fait une réforme et on garantit un pouvoir fort au président de la République qui est élu. D'où la réforme du quinquennat. Moi, mon avis sur la réforme du quinquennat, c'est bon. Déjà, vous avez compris que j'étais pas giga contre par principe, parce qu'en réalité, c'est une forme de mise en cohérence plus qu'une révolution copernicienne. Et par ailleurs, moi, je pense qu'il faudrait qu'on synchronise encore mieux les élections et qu'on fasse la présidentielle et les législatives le même jour. Moi, ça, c'est mon avis, ça. On fait les deux le même jour. On dit aux Français, vous allez voter dimanche, au premier tour de la présidentielle, vous votez pour un président de la République et vous votez pour un député. Et au deuxième tour, le dimanche suivant, dans 15 jours, rebelote, vous votez pour un président au second tour et pour un député au second tour. Comme ça, le soir à 20h, on a non seulement la tronche du président, mais on a en plus la tronche de l'Assemblée. C'est réglé. Et on se retrouve dans 5 ans. La campagne de zinzin que ça fera. Bah non, pour le coup, ça fera pas une campagne de zinzin. Pour moi, ça fera une campagne cohérente. Moi, vraiment, ça fera une campagne cohérente. On aura des candidats à l'élection présidentielle qui feront campagne en disant aux électeurs « Votez pour moi et votez pour mes candidats. » Voilà, d'ailleurs, les voici, ils sont sur scène avec moi, etc. Enfin, tu vois, on fait les deux en même temps. On est dans un momentum de politique nationale. On est au moment où on va déterminer la politique pour les 5 prochaines années. Et ben, on élit les deux en même temps. Voilà. Est-ce que ça rendrait pas les choses encore plus présidentielles? Mais c'est déjà le cas, c'est déjà le cas. C'est ça le truc, c'est que soyons pas hypocrites, on va pas faire semblant. Pas faire semblant de dire ah non, non, les élections législatives sont complètement décorrélées de la présidentielle. Tu parles. Ça a toujours été corrélé. C'est hyper lié, évidemment. Hmm. Aux États-Unis, c'est ça en partie, à part les midterms. Alors oui, effectivement, aux États-Unis, ils ont des élections à mi-mandat. Hmm. Ils ont des élections à mi-mandat, ce qui est une autre philosophie, effectivement. En fait, mais la question qui est, en fait, il faut qu'on se rende compte, vous et moi, que là, on est en train de parler d'un détail organisationnel
au sein d'une philosophie du pouvoir qui est celle de la Ve République et qui est très présidentialisée. D'ailleurs, je sais pas où il est, je l'ai foutu où le bouquin? Putain, mais il était sur mon bureau avant. Je suis en train de lire le livre d'Olivier Besancenot. Voilà, il est là. Il était sous Hidalgo, c'est pas une blague. En finir avec les présidents d'Olivier Besancenot, un livre au Seuil Libelle, où il s'attaque justement au présidentialisme qui nous rend zinzin. Il était d'ailleurs sur France Inter hier. Et Olivier Besancenot, qu'est-ce que je disais juste avant ça, justement? Je me souviens plus, mais en gros, on a une constitution de la Ve République qui est très présidentialisée, et la question de sa présidentialisation ne se réglera pas par un simple changement de date des élections. Voilà ça que je veux dire. Donc c'est soit on continue avec la cinquième, et on continue la mise en cohérence en faisant élire le même jour le président et l'Assemblée, soit on décorrèle les deux, voire on supprime le suffrage universel direct pour le président de la République, si je pense que ça va être difficile à faire accepter aux Français. Et auquel cas, on peut imaginer un système effectivement avec des midterms, où on fait une élection à mi-mandat à chaque fois, quoi. Hum. À l'origine, la SFIO refusait le jeu présidentiel, Mitterrand en a favorisé l'adhésion par la gauche. Bah oui. Enfin, si on commence à faire la liste des trucs que la gauche au début refusait, puis finalement elle a fini par s'y faire, ça ferait quand même 2 siècles d'histoire à rattraper. Faut revenir à un roi ou un calife, ce sera plus simple. Même pas, hein. Même pas, hein. Alors là, franchement, je vois pas ce que ça changerait, hein. Hum. La cinquième, on peut pas dire qu'elle est présidentielle semi à la limite, car en France, le président, en réalité, il a pas beaucoup de pouvoir avec Bruxelles. Ouais. Et qui est-ce qui représente la siège au Conseil, qui est-ce qui représente la France au Conseil européen? Bah, je veux bien, hein, c'est toujours pareil, l'idée que Bruxelles est une espèce d'entité comme ça, un peu éthérée, qui vit toute seule dans l'espace et qui donne des consignes et tout le monde est obligé d'obéir. Le truc, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, je suis désolé, il y a des élections européennes, il y a une commission européenne qui est responsable devant le Parlement européen, il y a des conseils européens. La cinquième, elle n'est pas présidentielle. Non, la cinquième, elle n'est pas présidentielle. La Cinquième République, c'est un régime parlementaire, puisque le gouvernement est responsable devant le Parlement, je vous rappelle, pas devant le président de la République, mais c'est un régime parlementaire qui est rationalisé, à la fois par des éléments de, de contrôle, enfin oui, des méthodologies d'engagement de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée, et par ailleurs par la présence d'un président de la République élu au suffrage universel direct qui, de fait, imprime un mouvement politique assez important. Donc on a des présidents qui gouvernent. C'est ça la particularité de la Ve République, c'est qu'on a des présidents gouvernants dès lors qu'ils ont une majorité à l'Assemblée. Dans les faits, elle est ultra présidentielle. Non. Non. Elle n'est pas ultra présidentielle, la Ve République. On peut faire des superlatifs quand on fait de l'argumentation politique pour y aller à fond, etc. On peut dire que la France est une dictature, même si on veut. Le fait est que c'est pas vrai. En fait, ça ne résiste pas à l'analyse des constitutionnalistes comparatistes qui regardent autour d'eux et qui constatent que la France est un régime parlementaire fortement rationalisé et qui, par ailleurs, a une culture politique très présidentialisée. Ce qui fait du président de la République un pion essentiel du fonctionnement du truc. Le président français a beaucoup plus de pouvoir dès lors qu'il a une majorité. Je rajouterai toujours dès lors qu'il a une majorité. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand il en a pas, il en a plus de pouvoir. Mais le président de la République, il est issu du suffrage universel direct, quoi. C'est ça la particularité. Ça n'a rien à voir avec le président allemand ou avec le roi d'Angleterre, qui eux sont des présidents très en retrait. Pas des présidents, pardon, des chefs d'État extrêmement en retrait. Et tout le monde sait que le pouvoir au Royaume-Uni, c'est le Prime Minister qu'il a.
C'est pas la reine d'Angleterre, hein, c'est pas le roi, pardon, le roi. Je m'y ferai jamais. C'est pas le roi d'Angleterre, c'est le Prime Minister. Voilà, comme en Italie, exactement. En Italie, c'est le président du conseil, c'est ça? Non, il y a un président de la République et un président du conseil, ouais, je crois que c'est ça. Euh, La France n'est pas une dictature, juste des médias tournés un peu tous dans la même idéologie. Mais ça n'a rien à voir avec le pouvoir de l'État. Ce sont des grandes fortunes qui possèdent les médias, c'est pas l'État. Comme en Israël aussi. Oui, la démocratie israélienne aussi, elle fonctionne sur un modèle qui est qui est en réalité assez typique en Europe, hein. C'est comme la proportionnelle. C'est un truc qu'en France on connaît pas, mais tous les gens autour de nous ils connaissent, hein. Ça m'énerve quand les gens disent qu'on est en dictature, c'est un enfer. Bah oui, je sais, mais c'est le jeu aussi du débat politique où on est un peuple, on est un peuple légèrement exagéré, qui n'hésite pas à y aller à fond dans les caricatures quand il s'agit de gueuler un bon coup. C'est le fameux Macron explosion, tu vois, ça veut rien dire, mais ça fait du bien de le dire. Bon, bah c'est pareil. Donc effectivement, non, la France n'est pas une dictature, c'est une démocratie imparfaite, très imparfaite, discutable. Mais c'est en fait c'est comme le contexte de totalitarisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force d'être utilisé, il veut plus rien dire, quoi. Bah dictature, c'est pareil. On on n'est pas en dictature, sauf qu'on est propagandé par des chaînes d'infos et certains journaux. Bah, la preuve que non, tu les lis pas, tu les écoutes pas. Je veux bien, hein, mais... Puis par ailleurs, encore une fois, les médias n'appartiennent pas à l'État. Il y a des puissances d'argent qui jouent un jeu trouble avec la démocratie en faisant ce qu'ils font. Je pense notamment à Vincent Bolloré pour ne pas le citer. Pas pourquoi je le citerai pas d'ailleurs. Mais Vincent Bolloré n'est pas un agent de l'État. Je vous rappelle que Vincent Bolloré et Emmanuel Macron se détestent. Ils peuvent pas se piffrer les deux. Ils n'ont jamais réussi à s'entendre. Voilà. Donc moi je veux bien dictature, dictature, mais bon. Hum. C'était Churchill qui disait la démocratie est un mauvais régime, mais je n'en connais pas de mieux. Oui, 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 oui. Une phrase célèbre de Churchill, comme beaucoup de phrases, hein. Churchill était un homme absolument exceptionnel, qui avait des citations incroyables, qui faisait des punchlines au Parlement absolument légendaires. Et il y a même des recueils de citations de Churchill qui existent. Alors, c'est toujours un peu pareil. Il y a aussi beaucoup de citations qui sont prêtées à Churchill, mais on n'est vraiment pas sûr que ce soit lui qui les édite, de la répartie de Churchill. Mais oui, effectivement, il avait dit la dictature, la démocratie, c'est un mauvais système, mais j'en connais pas de meilleur. Il l'avait dit en anglais, évidemment. Le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Alors du coup, c'est ça, il y a plusieurs variantes de la même expression, et je sais pas qu'est-ce qu'a dit Churchill, à quelle date, à quel moment, etc. Mais en gros, c'est des variantes de la même truc qu'il aurait dit. Bah, c'est Winston Churchill qui a inventé le rideau de fer. Par exemple, l'expression le rideau de fer. C'est une expression incroyable, le rideau de fer. Bah, c'est lui qui l'a inventé dans un discours, un très célèbre discours. An iron curtain has fallen on Europe. C'est un discours incroyable sur le rideau de fer où vraiment il décrit par le menu la guerre froide. Euh, il avait fait un discours à Genève aussi devant des étudiants où il avait parlé des États-Unis d'Europe. Churchill a été un des premiers, parmi les pères fondateurs de l'Europe, ça a été un des premiers à dire publiquement que par-delà la guerre, il allait falloir la réconciliation et la paix, et qu'il allait falloir construire quelque chose ensemble. Et je crois qu'il avait parlé d'États-Unis d'Europe, un truc comme ça, à une époque où on venait de se mettre sur la tronche quand même pendant 5 ans, à coups de bombardement.
Il a aussi dit qu'une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen était le meilleur argument contre la démocratie. C'est vrai, il a dit ça? Ah non, Churchill! Ah non, Churchill! Il disait de la merde aussi. Ah, il avait des... Ah, vraiment, l'opinion de connard. L'opinion de connard un peu supérieure. Oh, le mépris de Churchill. Oh, mais enfin. À côté de nous, c'est des bourrins, les Anglais, dans leur assemblée. Nous, on est très sages à côté. Attends, c'est pas pareil, hein. L'Assemblée britannique, Westminster, la Chambre basse, la Chambre des communes, pardon, voilà ça. Chambre des communes, ils ont quand même des règles assez strictes, hein. Ils font pas ce qu'ils veulent. À mon avis, c'est assez kiff-kiff avec la France, hein. Je me permettrais pas de dire qu'ils sont plus chahuteurs que nous. Vous avez déjà vu la Chambre des communes? Je vais essayer de vous trouver. The Home Secretary made an error of judgment, but she recognized Lui, that. c'est Rishi Sunak, le Premier ministre. She accepted her mistake. And that's why I was delighted to welcome back into a united cabinet that brings experience and stability to the heart of government. And let me tell you, Mr. Speaker, what the Home Secretary will be focused on. She'll be focused on cracking down on criminals, on defending our borders, while the party opposite remains soft on crime and in favour of unlimited immigration. Alors lui, c'est Rishi Sunak, c'est l'ancien Premier ministre, effectivement, il est plus Premier ministre, pardon. Et vous êtes à la Chambre des communes dans l'équivalent de ce qu'on a là, en France, la séance des questions au gouvernement. Ce sont des débats qui ont lieu chaque semaine. Je vais essayer de vous trouver un angle de caméra, un plan large. Voilà, là on a un plan déjà un peu plus large. C'est très petit, pour l'avoir visité, je vous le dis, c'est très très petit. Ils n'ont pas un hémicycle, eux, ils ont deux camps qui se font face. Et ce sont des camps droite et gauche. Vous savez qu'au Royaume-Uni, il y a un bipartisanisme assez important entre le Labour, qui est le parti socialiste, donc de gauche, britannique, et en face, le parti conservateur, qui est l'équivalent des Républicains en France. Il y a aussi les libéraux-démocrates, les Lib Dem, qui représentent un peu le macronisme en réalité d'ailleurs. Libéraux-démocrates, la démocratie chrétienne, c'est un peu eux, quoi. Mais dans l'ensemble, vous avez cet étiage-là, et du coup, leur parlement ressemble à un face-à-face, ce qui veut dire qu'en permanence, pendant les séances, vous voyez en face de vous vos opposants. Au milieu, là, vous voyez allongé, c'est le sceptre de la reine. Le sceptre du roi, pardon, putain. J'arriverai jamais à m'y faire. C'est le sceptre du roi. Chaque année, la session, ils ont des sessions comme chez nous en France, la session est ouverte par la présence du roi qui vient dans le palais de Westminster, et il y a le sceptre qui est apporté jusque-là et qui est posé sur la table, et c'est ça qui donne la puissance politique à la Chambre. C'est des traditions britanniques évidemment, tout ça est très symbolique, mais voilà, donc c'est bel et bien le sceptre du roi qui est posé là. Ensuite, il y a les bouquins, j'ai jamais su à quoi ça servait, je sais pas quel bouquin c'est, mais apparemment c'est des traditions, c'est normal, ça fait partie du truc. Et au bout là-bas, ce que vous voyez au fond, celui qui a l'air de roupiller, qui est en train d'écrire sur sa feuille, c'est le président de la séance, qui s'appelle, c'est le chairman, c'est ça? Je crois que c'est le chairman. Le speaker, merci. C'est le speaker, c'est pas le chairman, c'est le speaker of the House, donc c'est l'équivalent de notre présidente de l'Assemblée nationale, qui veille au bon déroulement des séances. Et vous avez devant les personnes qui sont là, qui sont des fonctionnaires, comme chez nous en France, hein, c'est des fonctionnaires qui sont là pour prendre note. À mon avis, je suppose que j'ai pas l'information, mais je suppose que c'est les fonctionnaires qui font le compte-rendu, qui prennent des notes, en gros. Ok ? Truc important à savoir, la Chambre des communes, je vous l'ai dit, c'est tout petit, et surtout c'est très traditionnel. C'est un bâtiment très ancien, et on n'a pas pu mettre des micros comme chez nous en France. Vous voyez là sur la table, il y a un micro en face de l'un, un micro en face de l'autre,
Mais pour tous les autres là-bas, il n'y a pas de micro. Et du coup, quand vous posez une question au gouvernement, vous ne parlez pas dans un micro. Vous parlez à haute voix. En même temps, la salle est tellement petite qu'on vous entend bien. Mais du coup, la technique qu'ils ont trouvée pour pouvoir faire une captation télé de la Chambre des communes, c'est de faire tomber du plafond des micros avec des fils. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez ça? Ça, c'est un micro qui tombe du plafond, qui s'arrête là. Là, il y a son voisin, le micro qui part là-haut. Et le troisième, il est là. Il y a le truc qui part jusqu'en haut. Et ben mine de rien, ça marche super bien. Moi, je trouve que ça marche super bien. Ils sont combien à siéger? Alors ça aussi, c'est une anecdote marrante, effectivement. Au Royaume-Uni... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Money where his mouth is and get rid of it. Well, Mr. Speaker, Ce que vous voyez au fond là-bas, c'est pas des journalistes, c'est pas des assistants parlementaires, c'est pas des fonctionnaires, c'est des députés. C'est qu'en fait, il n'y a pas assez de place dans la salle pour asseoir tout le monde. Tu me diras, c'est une solution au banc vide. Mais si tu arrives trop tard, etc., tu te retrouves debout au fond de la salle et tu fermes ta gueule. Vraiment, c'est comme ça que ça marche. C'est je crois que la règle, c'est premier arrivé, premier servi, même s'il peut y avoir des deals qui sont passés pour faire passer quelqu'un, ou je sais pas, etc. Mais c'est voilà. Donc tu te démerdes. Bon, et par ailleurs, ce qu'on est en train de regarder... Non, attends, avant de parler de ce qu'on est en train de regarder, d'ailleurs, je sais même pas sur le fond de quoi on parle. I listened carefully. That was clearly not a no. We can all see what's happened here. He's so weak, he's done a grubby deal, trading national security because he was scared to lose another leadership election. There's a new Tory at the top, but as always with them, party first, country second. Vous avez remarqué, il n'y a pas d'applaudissements. C'est marrant, ça. Ils n'applaudissent pas. Et ce, pour une raison très simple, c'est que c'est formellement interdit d'applaudir à la Chambre des communes. C'est pour ça qu'ils disent « yé », le fameux « yé » qui est du vieil anglais, qui veut dire « je suis d'accord ». C'est leur manière à eux d'applaudir, c'est de dire « yé ». Et donc c'est ça que vous les entendez dire. With them, party first, country second. Yesterday. Faut quand même se rendre compte, enfin pardon, mais faut quand même se rendre compte que, imaginez, vous êtes au gouvernement britannique, quelle que soit votre couleur politique, hein, vous êtes au gouvernement britannique, et en face de vous, à quelques mètres, vous avez la tronche de tous vos opposants qui vous détestent, qui vous fusillent du regard, qui ironisent dès que vous dites un truc, etc. Ça a l'air d'être d'un niveau de tension. C'est à peine à 3 mètres. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Physiquement, il paraît que c'est très très dur. Le Premier ministre britannique... Steps of Downing Street crashed well, Mr. Speaker, the honourable gentleman talked about party first and country second. Le Premier ministre Rishi Sunak, là, en face de lui, quand il parle, il a tous ses pires adversaires. Mais tous. Derrière lui, il a ses potes, mais qui il voit en face? Il voit vraiment ceux qui détestent. C'est hyper impressionnant. Dernier truc, il y a un truc qu'il a dit... Donc vous avez compris que le débat, c'est que lui, c'est l'opposant principal au Premier ministre. Il se lève pour en mettre plein la tronche au Premier ministre, puis il se rassoit, le Premier ministre se lève pour lui répondre et lui en mettre plein la tronche, et ainsi de suite. C'est ça le débat. Moi, personnellement, j'adore. Personnellement, je trouve ça génial. Mais il y a aussi un détail que je vous demande d'écouter. Écoutez Rishi Sunak, ce qu'il dit en premier. his shoulders must step up. Does he agree? Country second. Well, Mr. Speaker, the honourable gentleman talked about party first and country. Well, Mr. Speaker, the honorable gentleman speaks about... Ça veut dire, Monsieur le Président, ce cher monsieur nous parle de blablabla. Blablabla. Au Royaume-Uni, au Parlement, il est absolument interdit de s'adresser directement à un autre membre du Parlement. Vous n'avez pas le droit de dire « vous qui m'accusez, blablabla, blablabla, vous n'avez pas le droit de vous adresser à eux. Vous ne devez vous adresser
qu'au speaker. Vous ne vous parlez pas directement. C'est une règle de discipline. C'est une règle de discipline pour garder des débats sereins et pour éviter les attaques ad hominem, etc. Donc, quand vous vous levez, vous dites Mr. Speaker, je parle à vous, Monsieur le Président, et tu parles à la personne à qui tu as l'intention de t'adresser, à la troisième personne du singulier. Tu dis il. Il vient de nous dire qu'il voulait la réforme de machin, etc. Et pourtant, s'il avait lu les rapports qui disent bien qu'il manque de l'argent, alors il aurait compris que... blablabla. Enfin, c'est cette manière-là de parler. T'es en face de lui, hein, mais tu n'as pas le droit de lui parler directement. Et l'autre truc, c'est que tu dois toujours t'adresser aux députés. En France, vous connaissez, c'est monsieur le député ou madame la députée. Vous dites pas Michel, vous dites pas Gérard. Non, vous dites monsieur le député et tout. Et ben eux, ils disent honorable gentleman ou honorable lady pour les femmes. Donc c'est honorable monsieur et honorable madame. Franchement, moi je vous recommande les débats. Je vous recommande les débats britanniques. Voilà la Chambre des communes. Quand je vous dis que c'est pas grand. Et il faut quand même savoir un truc, c'est que à l'époque coloniale, l'Empire britannique, j'ai pas besoin de vous dire à quel point il était grand. Le fameux empire sur lequel jamais le soleil ne se couche, tout ça, vous connaissez. Tout l'Empire britannique, à peu près un tiers de la planète, était dirigé depuis cette salle. Le Parlement de Westminster, c'est le Parlement des parlements. C'est l'endroit le plus puissant du monde, en tout cas à l'époque, au 19e siècle, évidemment, 18e, 19e siècle, à l'époque victorienne. Tous ces messieurs en chapeau haute forme et tout, ils étaient là-dedans, dans cette salle-là. Bon, après, nous, on se défendait bien. On avait Jean Jaurès, on avait Aristide Briand et tout. C'était pas mal, quand même, ça avait de la gueule. Mais voilà, c'est tout petit. Comment ils font pour entrer et sortir? Bah là, elle est là, la sortie. Elle est... Là, les gens qui sont debout de dos, là, les calvities, ils sont devant la sortie. Donc, quand la séance sera terminée, ils vont se barrer. Enfin, voilà. Bon, évidemment, comme en France, hein, là, je vous ai montré une séance d'un débat direct entre le Premier ministre et son opposition. C'est là qu'il y a le plus de monde, etc. Le reste des séances, il y a moins de monde. Hein. Là, c'est vraiment un débat... Moi, des fois, pour m'endormir, je regarde ça. Hein. J'adore. Hein. Franchement, le Parlement britannique, c'est du sucre. Hein. Moi, j'adore. Il n'y a pas de public, du coup? Non. Non, il n'y a pas de public. Tu peux nous expliquer ce qui favorise le bipartisme au Royaume-Uni? Oui, c'est un mode de scrutin. Comme on y revient à chaque fois. C'est un mode de scrutin. Au Royaume-Uni, les députés que vous avez vus là, ils sont élus dans des circonscriptions au scrutin majoritaire à un seul tour. Ça veut dire que le député, le candidat qui arrive en tête de tous les candidats est élu. On s'en branle du score qu'il a fait, c'est pas important. Ça s'appelle Winner Takes All, c'est un mode de scrutin dans lequel vous pouvez présenter autant de candidats que vous voulez, on s'en branle. Ce qui compte, c'est celui qui a le plus de voix, c'est lui qui est élu député. Du coup, qu'est-ce que ça a comme impact, ce mode d'élection-là? Bah, ça a comme impact que les partis politiques ont tout intérêt à se mettre d'accord, à bosser ensemble. Voilà. Donc, tu te retrouves avec des partis très forts au niveau national. Tu m'étonnes que ça a créé du bipartisme. Ah bah, c'est-à-dire que là, oui, à droite comme à gauche, tout le monde a intérêt à se mettre d'accord. Encore une fois, attention, parce que c'est un peu caricatural. Il y a les Lib Dem, déjà, qui ont fait d'assez bons scores, hein, quand même, dans les années 2000, je me souviens. Les Lib Dem s'en sont très bien sortis. Et maintenant, il y a le parti UKIP aussi, de Nigel Farage. Hein. Le parti Brexit, là. Bah, c'est l'extrême droite britannique. Ils s'en sortent assez bien. Ils s'en sortent assez bien. Alors, je crois qu'ils ont changé de nom, maintenant que le Brexit est passé. C'est Reform, c'est ça? C'est Reform? C'est Reform Reform UK. Ok, d'accord. C'est le nouveau nom du parti. Ok, merci. Donc voilà. Donc c'est pas totalement un bipartisme, mais pendant très longtemps, ça l'a été, ouais.
Ils ont même fait leur meilleur score aux dernières élections, les Lib Dem, il me semble. Ah ouais, t'es sûr? Parce que moi, j'avais vu qu'ils s'étaient un peu cassé la gueule, les Lib Dem. Enfin, ça s'était pas très bien passé au bout d'un moment. C'est l'extrême droite comme on l'entend ou différente? Ah non, c'est comme on l'entend, hein. L'extrême droite britannique. Enfin, vous savez, l'extrême droite britannique, c'est comme l'AfD en Allemagne, c'est comme le Rassemblement national en France. Enfin, je veux dire, on les connaît, hein. C'est immigration, islam, identité, sécurité. Un peu d'immigration, un peu d'islam en plus. Enfin, tu vois, voilà, il n'y a pas beaucoup de. Alors, ils ont le Brexit en plus, ouais, tu me diras. Hmm. Est-ce que les Britanniques regrettent le Brexit ou pas? Alors, j'ai cru voir effectivement des enquêtes d'opinion qui montrent que l'opinion publique britannique, majoritairement, regrette le Brexit. Beaucoup de Britanniques, et notamment beaucoup de Britanniques qui avaient voté pour le Brexit, disent que s'ils avaient su, ils auraient voté autre chose. Hmm. Ça leur a changé quoi le Brexit? Ça leur a changé que le Royaume-Uni ne fait plus partie de la zone commerciale exclusive européenne. La liberté de circulation des biens et des services s'arrête à la frontière de la Manche. Et si tu es une entreprise britannique et que tu veux exporter que tu veux exporter en Europe, bah, tu dois payer des taxes. Tu dois faire des formalités administratives. Voilà. Tu dois avoir ton passeport pour aller rendre visite. Tu dois avoir un visa aussi maintenant, je crois. Ouais, ça, depuis pas très longtemps, ils ont besoin d'un visa. Moi, ça m'a fait marrer, mais il y a des interviews. Alors, vous savez ce que c'est l'une des destinations préférées des Britanniques pour leur retraite? Où est-ce que les Britanniques, ils aiment bien aller finir leurs vieux jours? C'est la France. C'est pas une blague, c'est la France. Ça fait très longtemps hein, que ça existe. L'ancien Premier ministre, dont j'ai oublié le nom, il avait une maison en Normandie, hein. Il adore la France, il a toujours aimé la France et tout. Et donc, tu as des retraités britanniques qui coulent des jours heureux en France, peinards, machin et tout. Et depuis que le Brexit est entré en vigueur, il y en a certains d'entre eux qui ont découvert qu'il fallait avoir un visa pour venir. Et ils ont dit, mais comment ça? Comment vous dire, madame En plus, c'est des gens qui ont voté pour le Brexit, hein. C'est des vieux un peu ronchons, tu vois. Ils ont voté pour le Brexit, puis là, ils se rendent compte qu'ils vont être obligés de vendre leur baraque en France pour retourner s'installer dans les Cornouailles, là, dans la Cornouaille. Parce que, bah oui, en fait. Bah non, mais c'est fini. Maintenant, vous êtes sortis de l'Union Européenne. Donc, tu peux pas rester comme ça pendant des années. Bah non. Voilà. On les envoie en centre de rétention administrative. Bah non, non, il n'y a pas besoin. C'est juste que ils vont retourner chez eux, au Royaume-Uni. Donc non, non, il y a des plans de carrière qui ont été contrariés, qui ont été salement contrariés. Ils achètent des vieilles baraques et ils font des travaux pendant 20 ans. Bah ouais, mais du coup, merci pour les travaux, hein. Nous, on est les Français, on est contents, on rachète après vos baraques. On habite dedans, c'est sympa. Continuez à faire des travaux, c'est cool, hein. Mais arrêtez de voter pour le Brexit la prochaine fois, peut-être éventuellement. Hmm. C'est tellement drôle, tu votes un truc sans penser aux conséquences. Ah bah, c'est pas la première fois, hein. Est-ce que ça ne nous arrive pas un peu à tous de se faire des plans est-ce qu'on n'est pas tous là à se bercer un peu d'illusions sur nos votes?
En vrai. Hmm. On se moque, mais en France, on fait la même. Ouais, alors en France, vous avez remarqué quand même, vous avez quand même remarqué que depuis le Brexit, il n'y a plus beaucoup de partis politiques en France qui proposent la sortie de l'Union européenne. C'est marrant, hein? Je sais pas pourquoi. Un espèce d'effet de contagion. Pourtant, ils ont gagné le Brexit au Royaume-Uni, ça devrait leur donner les ailes, tu vois. Ils devraient se dire, trop bien, let's go. Et bizarrement, non, ils sont plus trop dans le... Même la sortie de l'euro, hein, Marine Le Pen, elle a arrêté, hein. Avant, elle voulait sortir de l'euro, maintenant... euh, Oui, bah, l'UPR et les Patriotes, pardon, excusez-moi, hein, je suis désolé, je vais ruiner l'ambiance, mais l'UPR et les Patriotes ont le succès électoral que l'on connaît. Donc voilà. Je veux bien, hein, si, si vous allez me chercher la première association, loi 1901, qui propose la sortie de l'Union européenne, oui, non mais d'accord. Mais je veux dire, dans le champ politique habituel, avec des gens qui ont des responsabilités au Parlement, qui ont des élus et qui campagnent, qui présentent des candidats sérieux, bon, bah, ils ont arrêté de proposer la sortie de l'euro et la sortie de l'Union. C'est parce qu'ils sont censurés. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Ouais, ouais, j'oublie à chaque fois, hein, c'est terrible. En fait, l'UPR est majoritaire dans l'opinion publique. C'est juste qu'à cause de la censure des médias, l'opinion publique n'est pas au courant. C'est c'est un petit... Ouais. Ouais. En 2017, il n'y avait pas que Macron qui défendait l'Union européenne et ça les avait tous refroidis à sa victoire sur l'euroscepticisme. Non, 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 c'est pas qu'il y avait que Macron qui défendait l'Union européenne, mais parce que je me permettrais pas de dire que François Fillon, Benoît Hamon, etc., ne défendaient pas l'Union européenne. Tu vois, à mon avis, c'est plus compliqué que ça. Euh, Mais par contre, oui, Emmanuel Macron, par contre, c'est vrai. Emmanuel Macron a fait campagne en 2017 sur une idée européenne. Ça, c'est clair. Avec une ambition européenne et tout. Oui, 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 ça, complètement. C'est complètement vrai. Hum. Je voulais te demander comment peut-on devenir assistant parlementaire européen? Est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme spécifique ou d'expérience dans un domaine? Alors, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas besoin d'un diplôme spécifique pour devenir assistant parlementaire au Parlement européen. Au sens où ce n'est pas une profession réglementée. C'est pas comme médecin, où il faut être médecin pour pouvoir exercer. Tu vois ce que je veux dire? N'importe qui peut être assistant parlementaire européen. Quel que soit ton diplôme, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ton expérience, il n'y a pas de contre-indication au fait de devenir assistant parlementaire européen. En revanche, compte tenu du métier que tu vas être obligé de faire, c'est mieux d'avoir suivi un cursus d'études qui te prépare à ce métier. C'est pas obligatoire, mais on va pas se mentir, c'est mieux. Euh, Donc, un cursus de droit, un cursus de sciences politiques, un cursus d'affaires publiques, un cursus... Enfin, il y a plein de cursus, affaires européennes, il y a plein de... Ça peut être aussi du commerce, ça dépend pour qui tu vas bosser, ça dépend sur quel dossier tu vas être amené à bosser. Voilà. Il y a un streamer qui s'appelle MEP Assistant, M-E-P Assistant, que je vous invite à suivre, parce que lui, c'est un ancien assistant parlementaire européen. Euh, Aujourd'hui, il est lobbyiste pour les énergies renouvelables, je crois. Et lui, il te répondra mieux que moi, mais voilà, assistant parlementaire européen, il n'y a pas besoin d'un diplôme particulier, mais c'est mieux d'en avoir un. Si tu n'en as pas de diplôme, moi, mon conseil, parce que moi, j'ai été collaborateur, jamais parlementaire, mais collaborateur de cabinet, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Voilà. C'est un métier qui s'apprend sur le terrain. La première année, tu galères, la deuxième année, t'es incollable. Euh,
Merci pour le shootout d'Art. T'as fait combien d'années? Moi, j'ai fait de 2011 à 2015. 4 ans. Il y a Backseat jeudi? Non, c'est vendredi. Backseat, c'est vendredi à 16h. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre dans le titre du stream. Zou. Et il n'y a pas de QAG aujourd'hui parce que c'est les vacances. Jusqu'à la semaine prochaine, c'est les vacances. Hmm. Le mieux, c'est d'avoir déjà été assistant parlementaire. Non, mais ça s'apprend, ça. Ça s'apprend, c'est pas grave. Ah bah, il est là, mais pas assistant. Bah alors, on parle de toi, tu pop. Je suis sûr, t'as une alerte. Je suis sûr, t'as une espèce d'intelligence artificielle qui regarde tous mes streams, et dès que ça parle d'Europe, il se ramène. Je suis dans ton PC. Ah ouais? Ça va? C'est un bot. Là, c'est un bot, ouais. Non, mais ouais, donc Backseat, Backseat vendredi à 16h, en direct du Palais des Papes, pour parler de la mort du pape à Avignon. Ça me fait mourir de rire. Je vais me rechercher de l'eau parce que j'en ai plus et je reviens. Et après, je réponds à toutes vos questions sur la politique. J'arrive. Ah oui, non, attends. Si, quand même. Quand même. Je serai sur France Inter à 19h20. Aujourd'hui, je serai à France Inter à 19h20 dans le téléphone sonne pour parler du dernier rapport du Cercle des économistes sur les jeunes et la politique. Euh... Attends, je cherche un article auquel je peux avoir accès. Alors attends, on va aller sur le site du Cercle des économistes. Apparemment, ils ont rendu un rapport sur les jeunes. Non, ça c'est un podcast. Essayez de trouver avec moi le rapport qui est sorti sur le site du Cercle des économistes. Article, qu'est-ce que vous avez sorti? L'école, plein emploi, canalisation, environnement, énergie, finances vertes, climat, la chute de la bourse américaine. Il faut changer de police d'écriture, c'est pas possible. Je suis désolé, vous pouvez pas continuer avec cette police-là. C'est illisible. Je sais, ça fait sérieux et le cercle des économistes a toujours voulu être le plus sérieux possible, quitte à être le plus chiant possible. Mais ça pique les yeux. Monde, nos actualités, choc du vieillissement, le pouvoir jeune. Non, ça c'est un truc de janvier dernier. Euh, Outils de recherche. Les jeunes. Montre-moi tout ce que t'as sur les jeunes. Ça, c'est un podcast.
Le mutualisme, ça date de 26 mars. Jeune et politique, un divorce consommé. Ça, c'est un podcast. Et moi, je veux pas de podcast, je veux la publication. Putain, j'ai vu que France Inter, ils avaient déjà fait une. Je crois que c'est Patrick Cohen qui avait fait une, un édito qui est plutôt pas mal en plus, que j'ai trouvé. Enfin, j'ai bien aimé son édito. Moi, j'aime bien les éditos de Patrick Cohen, mais en général. L'engagement des jeunes dans la vie citoyenne. Putain, c'est laborieux leur truc, hein. Ah non, c'est que des vieux trucs. Et je comprends rien, ils sont pas censés avoir sorti un truc récemment? Jeunesse? Hmm. Jean a été le Joker de Patrick Cohen à une époque, oui, c'est vrai. Pendant une semaine, ça va. Euh... Non, bah écoute, le cercle des économistes sont en train de faire, ils sont en train de faire la une de tous les médias là, mais c'est pas sur leur site. C'est le baromètre d'enquête d'opinion du cercle des économistes. Euh, Baromètre. Baromètre, 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 ils trouvent rien. C'est un rapport secret. Comment vous dire? Comment vous dire? Comment vous dire? Euh, Bon, bah écoutez, je sais pas où c'est. Fait chier. Je trouve ça bizarre de la part de France Inter de t'inviter sur un sujet et de pas t'envoyer le rapport en question. Mais non, mais c'est parce que c'est à moi de le trouver, le rapport, c'est pas à France Inter de me préparer le truc non plus. Je je suis invité de l'émission, hein, je suis pas chroniqueur, je suis pas. Et même si j'étais chroniqueur, je me démerde, hein. Le pauvre programmateur de l'émission, sinon, putain, s'il devait m'envoyer des docs. Le rapport est disponible uniquement en papier au guichet 17. Ça m'étonne tellement pas. Bon, c'est pas grave, écoutez, on s'en branle. Je serai sur France Inter à 19h20 pour parler de ce sujet. Si on revient à la FAQ politique, est-ce que vous avez des questions qui vous taraudent sur l'actualité politique? Est-ce que je peux être amené à vous aider à comprendre un peu mieux le bordel? Hum, C'est pourquoi c'est un peu compliqué, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura une censure imminente? Pas imminente, non. Ça arrivera en mai ou en juin. Tu me diras, on est bientôt en mai, hein. Euh, Pourquoi certains n'aiment pas le terme européiste? Bah, parce qu'ils sont europhobes. Du coup, ça explique. Hmm. Pourquoi Marine Le Pen n'a qu'un bracelet électronique? Qui il faut être pour avoir droit à ça? Marine Le Pen n'est pas au-dessus des lois et Marine Le Pen a été condamnée en application du code pénal et de ce que prévoit le code pénal comme peine pour les types de délits pour lesquels elle a été condamnée. Je sais qu'on a tous toujours extrêmement envie de voir en Marine Le Pen une espèce de personne qui est au-dessus des lois et qui a un régime de faveur, etc. Le fait est que non, elle n'a pas de régime de faveur, elle a été condamnée suite au réquisitoire du parquet à une peine prévue par le code pénal et exerçable en aménagement de peine, puisque c'était une peine ferme de moins de 2 ans. De moins de. Enfin, ouais, aux alentours de 2 ans. C'est quasiment toujours aménagé.
Est-ce qu'on mesure déjà un impact de la condamnation de Marine Le Pen sur la popularité? Oui, on a mesuré effectivement ce que la condamnation de Marine Le Pen avait comme impact sur la popularité de Marine Le Pen. La réponse est absolument aucun. En l'état actuel des choses, la condamnation de Marine Le Pen n'a rien changé euh, au taux d'adhésion des gens pour elle. Pourquoi lors de l'élection de Yael Braun-Pivet, personne n'a réagi à ce bourrage d'urnes où il y avait plus de votes que de votants? Personne n'a réagi parce que tu n'as pas écouté ce qui s'est passé après, où le scrutin a été refait. Voilà. Mais fallait suivre toute la séance pour ça. Un commentaire sur le congrès écolo et le score de Tondelier. Non, j'ai pas de commentaire à faire sur le congrès des écologistes. Les écologistes ont organisé leur congrès avec un vote en ligne pour les militants. Marine Tondelier a été réélue secrétaire nationale très largement, à plus de 70% des voix. C'était à peu près sans surprise, puisqu'on savait que Marine Tondelier était assez populaire au sein de la famille écolo. Ses opposants se partagent des miettes. Sandrine Rousseau est toute dernière, hein, pratiquement dernière. Sandrine Rousseau, donc voilà. L'autre truc qui est intéressant quand même, c'est qu'à l'occasion de ce congrès, les écolos ont été invités à voter sur plein de sujets différents. Il y a eu plein de sujets différents qui ont été soumis aux écolos qui pouvaient voter au jugement majoritaire avec d'autres modes de scrutin, etc. Je trouve ça intéressant, la manière qu'a le parti écologiste de pousser assez loin la démocratie interne en faisant voter les adhérents sur plein de trucs, et pas seulement sur un texte d'orientation et un secrétaire national, quoi. Est-ce que Rousseau est plus radical que Tondelier? Si on écoute Sandrine Rousseau, oui. Enfin, c'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, je crois que sa motion s'appelait Radicalement Vôtre. Pourrait-on voir l'affaire Mélenchon popper en 2026? Cela pourrait l'empêcher de se représenter en 2027. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Pour l'instant, on est encore à la phase de l'information judiciaire, donc on est loin d'un procès, hein. C'est même pas sûr qu'il y en ait un. Si ça se trouve, il y aura un classement sans suite à la fin, quoi. Hum. Le jugement majoritaire, c'était pas le truc qui avait été poussé par un collectif pour la désignation d'un candidat de la gauche en 2022. Si, c'était la primaire populaire, qui était une initiative citoyenne portée par des jeunes, notamment issus du mouvement climat, mais pas seulement, qui avaient voulu organiser une primaire pour avoir un candidat commun de la gauche. Ils avaient tenté une initiative hors parti, et ils avaient utilisé le jugement majoritaire pour leur vote, ouais. Et donc voilà, donc c'était Christiane Taubira qui avait été désignée et qui avait fini par lâcher l'éponge. Donc voilà. Hum. Hum. En plus, a priori, Mélenchon ne devrait pas se représenter si on l'écoute. On verra, hein, je peux me tromper, hein, mais je vois vraiment pas pourquoi la France Insoumise ferait l'erreur de ne pas représenter le mec qui les a amenés à plus de 20%. Ou alors, il faut qu'ils préparent dès maintenant la succession, mais ça va aller vite, hein. À mon avis, la France Insoumise, c'est soit avant l'été, ils nous sortent un candidat, soit c'est Jean-Luc Mélenchon. Il y a aucun scénario dans lequel Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est non à quelques semaines du premier tour, quoi. Quel autre candidat? Pour la France Insoumise? Ah ça, j'en sais rien. J'en sais rien. C'était Jean-Luc Mélenchon lui-même qui avait dit Manuel Bompard, Clémence Guettet, Mathilde Panot. Et dernier, c'était qui déjà? Éric Coquerel, je crois. Éric Coquerel.
Non, Ruffin, arrêtez de taper Ruffin dans le chat, je vous jure. Arrêtez de taper Ruffin dans le chat, c'est terminé, c'est fini. François Ruffin n'est plus à la France Insoumise. La France Insoumise ne veut plus entendre parler de François Ruffin. Puis surtout, ça fait 1 an et demi, là. Faut vraiment faire le deuil. Hein. C'est fini. Il n'y a plus. Ça ne veut pas dire que Ruffin est finito, pas du tout. Parce que Ruffin va probablement se présenter lui-même. Il va probablement présenter une candidature solo, François Ruffin. Il va peut-être faire un accord avec le PCF et tout, j'en sais rien. On verra. Mais ouais. Fabien Roussel va se présenter. Hein. Fabien Roussel va se présenter, j'en suis sûr. Pour moi, Fabien Roussel, il est sur une ligne autonomiste. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne se présente pas. Mais à mon avis, Fabien Roussel, c'est pas déterminant en termes de score. Bon. Roussel a été déterminant en 2022. Pourquoi? Il y a un congrès du PCF où Roussel peut être challengé d'ici à 2027. Je crois pas, non, qu'il y ait de congrès du PCF. Et de toutes les façons, s'il y avait un congrès du PCF, à mon avis, Fabien Roussel le remporterait. Hein. Parce que l'alternative à Fabien Roussel, c'est de faire une alliance avec les Insoumis. Mais vu comment les communistes se sentent traités par les Insoumis, m'étonnerait qu'ils sautent dans les bras de Jean-Luc Mélenchon alors qu'ils en ont eu une expérience amère selon leurs propres termes. Voilà. Est-ce que la gauche a une chance de gagner sans candidature commune en 2027? Alors, ça, c'est un sujet qui fait l'objet de débats et de discussions depuis toujours. Pour répondre à ta question, à chaque fois que la gauche a remporté une élection présidentielle, elle n'était pas unie. Ça ne veut pas dire que la désunion lui a servi, mais ça veut dire que la désunion ne l'a pas empêché. Pour reprendre d'ailleurs ce que je viens de dire... Non, mais je vais continuer sur ce que je viens de dire. Donc je redis, à chaque fois que la gauche a gagné une élection présidentielle, elle n'était pas unie. Donc c'est la preuve que l'union ne sert pas forcément à gagner. Mais, à chaque fois que la gauche a perdu une élection présidentielle, elle n'était pas unie non plus. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes bien avancés, maintenant que je vous ai dit tout ça. C'est bien cette chaîne parce que on vient avec des questions et on repart avec encore plus de questions. C'est trop bien. C'est trop bien. Elle a aussi perdu unie. À quelle élection est-ce que la gauche a été unie? Faut aller rechercher dans les années 60, c'est ça? Mais non, il y a Georges Marchais et tout. En 81, le PCF était candidat, hein, face à François Mitterrand. En 74? T'es sûr qu'il y avait que Mitterrand qui était candidat en 74? Didoum. Giscard, Mitterrand, Chaban. Et il y avait qui d'autre? Giscard, Mitterrand. Il y avait Jean Royer. Il y avait Arlette Laguillet, hein. Arlette Laguillet en 1974, première élection présidentielle. Hein. On attend sans l'oublier. Il y avait René Dumont. René Dumont, le verre d'eau. Dis donc. Putain, j'ai oublié. Il y avait Jean-Marie Le Pen. Non, mais Jean-Marie Le Pen qui divise la gauche. Oh, salaud. Putain. Il y avait Alain Krivine.
qui étaient candidats, les gars. Il y avait Alain Krivine. Non, 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 je suis désolé, on peut pas dire que la gauche était unie, hein. Il y avait 2 candidats trotskistes, un écologiste et un socialiste. Voilà. La morale de l'histoire, c'est quoi? L'union de la gauche au premier tour de l'élection présidentielle, à défaut d'être décisif, ça peut aider beaucoup. Mais ça fait pas tout le taf. On peut se planter de manière unie et on peut gagner de manière divisée. Et pour autant, l'inverse est vrai aussi. Donc, voilà, faut faire un peu attention, mais en termes de momentum, ça peut aider. En fait, ce qui compte, c'est pas tant la notion d'union ou de désunion, c'est une question de momentum, de capacité à rassembler sur un nom, sur un parti politique, sur une étiquette, sur une initiative, de réussir à ramener du monde, quoi. Il y a la personnalité, c'est vrai, du candidat ou de la candidate, il y a le momentum, il y a est-ce que ça répond ou non à des aspirations profondes de la société à un moment donné, parce qu'il y a une question de compréhension du réel aussi qui est très importante, capacité à se mettre en cohérence et à vibrer au même rythme qu'une société qui exprime des envies, des besoins, etc. Donc voilà, c'est tout ça, c'est une alchimie très subtile, et c'est pas nécessairement par des alliances d'appareils que ça peut réussir, quoi. Euh, Tu peux expliquer comment c'est possible lors d'un vote de redemander à voter comme l'histoire du 7 avril? Je sais plus ce qui s'est passé le 7 avril, mais le gouvernement a la possibilité de demander une deuxième délibération à l'Assemblée. Je parle bien à l'Assemblée nationale. Lorsque les députés votent un truc, le gouvernement ou le président de la République ont la possibilité de demander une deuxième délibération. Donc on refait un vote. Voilà, c'est tout. Euh... Remet le vote. Allez, on remet le vote. Donc ouais. Quel est le but de la deuxième délibération? De confirmer ou non la première. Est-ce que tu penses qu'un impeachment de Trump est possible ou juste que le mec est intouchable? Ça, j'en sais rien, ça va dépendre du Parlement américain. Je vais pas me lancer dans des pronostics. Pour l'instant, il n'y a pas de dossier sur la table, il n'y a pas de... Voilà. Il faut qu'il y ait un... il faut qu'il y ait un... Il faut qu'il y ait un texte qui soit sur la table, quoi. On verra au midterm. Bah, au midterm, déjà, il va se prendre une tarte. Ton avis sur le rôle des universitaires dans le débat politique? Moi, je suis pour. Question importante pour les étudiants. Tu sais si le repas du Crous à 1 € peut aboutir? Ah, le repas pour tous à 1 € au Crous? J'en sais rien. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas où ça en est. Tu crois qu'une réforme du mode de scrutin proportionnel est faisable ou ça va rester le serpent de mer éternel? Je pense que ça peut finir par arriver. François Bayrou a annoncé sa volonté. Non, pardon. Le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, a annoncé que François Bayrou allait consulter les organisations politiques à ce sujet à l'automne prochain. Ce qui est très malin tactiquement de la part de Bayrou, parce que ça veut dire qu'il se projette jusqu'à l'automne prochain, minimum. Donc ouais. Donc à mon avis, on finira par avoir la proportionnelle si elle est vraiment souhaitée. Mais en fait, la proportionnelle, c'est un peu comme la retraite à 62 ans, tu vois. Elle est demandée par la gauche et par l'extrême droite, mais tant qu'il y a un blocage du bloc central, ça avance pas. Bah, je pense que la réforme de la proportionnelle, ça peut être pareil.
Il sert à quoi le ministre en charge des relations avec le Parlement? Très bonne question. Le ministre en charge des relations avec le Parlement, on peut avoir l'impression qu'il sert à rien parce qu'il n'a pas de ministère sérieux avec des fonctionnaires dans les territoires, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est l'un des ministres les plus importants du gouvernement parce que c'est le ministre qui va coordonner l'action gouvernementale en lien avec l'agenda parlementaire. Le ministre des Relations avec le Parlement, son boulot, il est stratégique. Vous pouvez avoir le meilleur gouvernement du monde, si vous n'avez pas un bon ministre des Relations avec le Parlement, ça va servir à rien. Donc c'est vraiment un des mecs les plus importants, hein. On s'en rend pas compte parce qu'il est dans la machinerie. Lui, il ne travaille que dans la machine. Il donne pas d'interview, tu vois, typiquement. Ça sert à rien de l'interviewer, il a rien à dire. Mais à l'intérieur de la machine du réacteur nucléaire, c'est lui qui sélectionne les protons. Ça veut rien dire. Mais ouais. J'avais vu les simulations de contexte sur les différentes versions de la proportionnelle et c'est vrai que le centre prenait super cher dans tous les scénars. Ouais. Oui, on l'avait regardé en stream, le dossier qui a été fait par contexte sur la proportionnelle, où ils ont fait des projections avec toutes les pincettes qu'il faut avoir quand même sur des projections comme ça. Mais ouais, très très bon travail de contexte. Il a un taf technique plus que politique. Non, je dirais pas ça, au contraire. Il a un travail éminemment politique, avec beaucoup de technicité, mais c'est un homme politique, il fait de la politique. C'est un travail de coulisses, mais c'est un travail politique. On est dans du rapport de force, on est dans du... Ouais, non, on est dans des trucs pas marrants, hein. Politique dans le mauvais sens du terme, en fait. Mais non, c'est pas parce que c'est un travail technique que c'est un travail vulgaire ou méprisable. Moi, je trouve qu'il y a de la noblesse à gérer l'agenda du Parlement et de l'Assemblée et du gouvernement, à faire rentrer des carrés dans des ronds pour essayer de faire passer une loi avec un agenda, etc. Enfin, c'est un travail hyper utile. Moi, je trouve pas ça sale, en fait, de négocier avec les députés l'inscription à l'ordre du jour d'un texte de loi, le faire passer par la procédure accélérée ou pas, la lecture en commission, la création d'une commission spéciale, le renvoi devant les commissions pour le fond, les commissions pour avis, etc. Comment est-ce qu'on fait pour devenir député? Il faut être élu par le peuple français à l'occasion des élections législatives qui se déroulent dans les circonscriptions. Dans chaque circonscription, on élit un député. Un peu comme un petit président de la République, tu vois, au niveau local. Voilà. Et donc pour ça, il faut remporter une majorité absolue de voix au premier tour et au second tour de l'élection législative dans ta circonscription. Et tu as le droit de te présenter. Est-ce que n'importe qui peut se présenter? Alors, pour se présenter aux élections législatives, il faut être majeur, être français de nationalité, ne pas avoir de peine d'inéligibilité, ne pas être sous tutelle, et il faut avoir un mandataire financier pour sa campagne, avec des comptes qui sont tenus, qui sont contrôlés, etc. Voilà. De mémoire, c'est les conditions à remplir. Il faut habiter dans la circonscription. Ouais, il faut habiter dans la circonscription. Est-ce que c'est vrai qu'une loi est passée pour faire payer aux frais du contribuable les frais funéraires des députés et de leurs familles récemment? J'en ai jamais entendu parler. Après, le fait que l'Assemblée nationale paye les obsèques d'un député de la nation, ça me choque pas.
Après, ça faut en discuter. Est-ce que c'est un député en exercice? Est-ce que c'est un ancien député? Qui est-ce qui décide et tout? J'en sais rien. Par contre, leur famille, je vois pas l'intérêt. Pardon, hein, j'ai beaucoup de respect pour les enfants de députés, mais Mélenchon s'était pas présenté à Marseille, il y vivait. Bah non, mais il s'est installé. Non, c'est-à-dire que la règle selon laquelle tu dois habiter dans la circonscription dans laquelle tu te présentes, c'est une règle qui est quand même assez souple. C'est-à-dire que tu peux quand même faire du parachutage. Tu peux te parachuter dans une circonscription. Par contre, il faut que tu habites dans la circonscription. Il faut que tu aies un justificatif de domicile. Voilà, une facture EDF, une facture Orange, SFR. Voilà quoi. Euh, Moi, je me souviens que Jean-Marie Le Pen s'était fait épingler parce qu'il s'était présenté aussi à Marseille. Je sais plus en quelle année. euh, à Marseille, sauf qu'il avait rien à Marseille. Il avait un espèce de local de campagne du Front National, et il avait essayé de faire croire qu'il vivait là. Sauf que c'était vraiment un local, genre en rez-de-chaussée, dans la rue, tu vois. C'était vraiment un local de campagne. Il n'y a pas besoin, je me suis déjà présenté et tu peux le faire où tu veux. Ah bon? Ça a changé? Non. Attends. Non. Alors, hop, je suis sur le site internet des élections. Alors, je vais remonter un peu. Élections législatives 2024, je suis candidat, blablabla. Chaque citoyen français peut se porter candidat aux élections législatives pour réserver le respect, sous réserve de respecter les conditions de candidature liées à la nationalité française, l'âge, 18 ans à ma connaissance. Putain, maintenant j'ai un doute. L'éligibilité, hashtag Marine Le Pen. Les formalités spécifiques notifiées par le code électoral. Mais je les connais pas, c'est quoi? Il faut télécharger le memento du candidat? Putain, ça me saoule. Dégage. Règles d'éligibilité, page 7. Alors, il faut avoir 18 ans révolus, avoir la qualité d'électeur. Bah oui, 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 oui. Ne pas être en situation d'inéligibilité. Coucou Marine Le Pen. Il n'est pas nécessaire que les candidats justifient d'une attache domiciliaire ou fiscale avec la circonscription législative. Oh putain! Mais t'as raison. Bah oui, en même temps, si t'as été candidat, tu le sais mieux que moi, mais j'avais zappé, ça a changé quand, ça? Ça, quel plaisir! Mais j'étais sûr que ça existait encore, ce truc-là. Bah du coup, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a pu se présenter à Marseille. Ça a toujours été comme ça? T'es sûr de toi? Moi, je me souviens des parachutages dans lesquels les mecs devaient faire semblant quand même, hein. Où il y avait des élus qui s'étaient fait rattraper par la patrouille parce qu'ils faisaient semblant d'habiter là, alors qu'en fait... on- Ils faisaient semblant pour l'image, c'est tout. Ah ouais? Ouais, peut-être. Non, peut-être. Non, bah heureusement que t'es là, Libre Kepti. C'est pour pouvoir voter dans la circo où tu te présentes. Ouais, c'est quand même mieux. Ça la fout mal sinon. Hmm. Dans la mesure où c'est une députation nationale, ça n'a pas d'importance.
parle pour toi, mais il y a des électeurs pour qui ça compte. Je suis à peu près convaincu qu'avec ma tronche de Parisien, si je vais me présenter à Marseille, il y a 2-3 Marseillais qui vont me regarder de travers. Enfin, j'aurais beau leur dire oui, mais c'est un mandat national. Ils vont mettre une tarte et c'est tout ce que j'aurais gagné. Hein. Hum. Les Outre-mer, je pense aussi. Les Outre-mer, ce serait d'autant plus gênant, oui. Oui, oui, ça certainement. Tu dis allez l'OM et c'est bon. Si t'es bon à la pétanque, ça passe. T'imagines le Parisien qui débarque à Marseille pour se présenter aux élections législatives, qui débarque avec son maillot de Marseille, son pastis et ses boules de pétanque. Il fait oh, peu cher. Ça va les copains? À mon avis, il mérite une tarte. Lui, il mérite une tarte. Je suis des vôtres. Ouais, je suis des vôtres. Allez l'OM. Eh, regardez, allez l'OM. Allez, santé, hein. Le pire candidat. Mais je vous avais raconté hein, une archive vidéo qui m'avait fait mourir de rire. Attends, faut que j'essaie de la retrouver. Euh, euh, J'arrive pas à retrouver. Il y a une archive vidéo de Bertrand Delanoë qui se présente aux élections en Savoie. Euh, Et j'arrive pas à retrouver l'archive. Mais l'archive, c'était une interview de Bertrand Delanoë en Savoie avec sa petite doudoune bleue toute mignonne, avec ses lunettes de soleil, qui dit moi, vous savez, la Savoie, c'est dans mes veines. Euh, j'ai beaucoup fait de ski ici. Et donc, je connais bien les Savoyards. Arrête, Bertrand. Non, arrête, 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 arrête. Non, c'est chiant, je te jure. C'est- Je crois qu'il avait perdu, mais genre vraiment de loin. Il s'était fait rétamer à cette élection. Vraiment. Bertrand Delanoë, enfin moi c'est quelqu'un que j'adore, Bertrand Delanoë, il fait partie de ceux grâce à qui je me suis lancé en politique, donc. Mais t'envoies pas un dandy parisien se présenter en Savoie. C'est vraiment non, non, c'est pas la peine. Au final, ils sont obligés d'y habiter après pour les permanences parlementaires, non? Non. Non, non, non. Non, t'es pas obligé, tu peux dormir à l'hôtel, hein, t'es pas. Peut-être que vous y avez déjà évoqué, mais quel est le rôle politique du pape au Vatican? Il nomme des ministres, il gère le budget de l'État, etc. Très bonne question, Amandine. Le pape, on l'oublie souvent, le pape est un chef d'État. Oui, le pape est un chef d'État. Il est à la tête de l'État du Vatican. L'État du Vatican, ça fait marrer tout le monde parce qu'on dit ah ah ah, c'est le plus petit pays du monde, MDR, ça sert à rien, c'est de la merde. L'État du Vatican, c'est le plus petit État du monde en surface de territoire. Mais par contre, l'Église catholique, dont c'est le fief quand même, c'est 1 milliard de personnes à la surface de cette fucking planète. Non, le pape n'est pas un nain diplomatique, surtout en diplomatie. Oui, le pape, oui, le Vatican
ont un poids politique et diplomatique. Mais du coup, pour ce qui est du Vatican, qu'est-ce qu'il fait le pape? Le pape, en interne, dans l'État du Vatican, c'est le roi. Le Vatican est une monarchie. De droit divin, ça va de soi. Ce n'est pas une monarchie héréditaire, puisqu'ils n'ont pas le droit de baiser. C'est une monarchie élective, mais c'est une monarchie quand même. Donc le pape, c'est le roi du Vatican. Et à ce titre-là, oui, il nomme un gouvernement, des ministres. Il a un espèce de premier ministre qui s'occupe de toute la gestion des affaires internes au Vatican. Et il gère avec lui, effectivement, le budget, l'organisation du bordel, etc. Tout ça. Donc, voilà la réponse. Ce serait judicieux de rendre obligatoire que les députés aient une permanence parlementaire pour que les députés soient proches de leurs habitants et de leur circonscription. Mais pourquoi rendre obligatoire un truc qui existe déjà? Enfin, moi je veux bien, hein, c'est pour le plaisir. C'est-à-dire que là, le problème n'existe pas en fait. L'enjeu n'a pas d'objet. Il y a déjà des permanences parlementaires dans toutes les circos, donc pas nécessaire. Pourquoi le pape est resté au Vatican au lieu d'aller à Kiev? Mais j'en sais rien, moi, demande-lui. Ah non, là tu peux plus, il est mort, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Vu les cardinaux qui se présentent, c'est un mème. Merde, j'ai raté une ref. J'ai encore raté une ref, ça que vous allez me dire? Je suis trop premier degré, c'est ça? Ah putain, le choke. Le choke du joueur français. Français, ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, j'ai choqué, j'ai choqué. Putain, j'ai pas la ref. Oh, j'ai envie de crever, vas-y. Et ça fait des FAQ pour parler de politique, et ça se fait pranker comme un débutant. Bon, c'est quoi le mème? Qu'est-ce qu'il faut que je tape sur les internets pour trouver votre mème à la con, là? Pape Kiev, je l'ai pas, hein. Francis Huster, Kiev. Et je l'ai pas, Attends. Le Huffington Est-ce que vous Post. croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée? Certainement pas. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens. 70% sont des chrétiens. Et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev. Et de dire tuez-moi, je représente le Christ. Je représente le Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée? Certainement pas. Oui, Joe Biden est coupable. Absolument. Absolument. Il est en train de déshonorer l'Amérique. Non, en vrai, c'est très marrant. En vrai, c'est très très marrant. J'étais complètement passé à côté de ce même, hein. Pourtant, ça date, hein, c'était il y a 6 mois. La vache. Non, il est pas mal ce même. Pourquoi je suis passé à côté? Je faisais quoi il y a 6 mois? Il y a 6 mois. Novembre. Bah, on était en pleine censure de Michel Barnier, excusez-moi.
Excusez-moi, j'étais sur des trucs un peu sérieux. C'est décembre la censure. Décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, novembre. Bah, je sortais un livre, hein. J'étais en pleine promotion de mon bouquin. Bon, bah, du coup, j'ai la ref maintenant. Excuse-nous, monsieur l'écrivain. Euh, Du coup, c'est quoi les règles pour se présenter comme pape? Il faut avoir plus de 18 ans et être mâle. En fait, les règles sont pas vraiment écrites. De ce que j'ai compris, tu peux être désigné, tu peux être élu pape par le conclave si tu es un homme et que tu es catholique. C'est les deux règles connues, écrites. Mais du reste, t'es pas obligé d'être cardinal. Par contre, l'usage et la pratique veut que le pape soit toujours un cardinal. Ça fait des siècles qu'on n'a pas eu un non-cardinal élu pape. Ah oui, il faut avoir moins de 80 ans. Vous avez raison. Il faut avoir moins de 80 ans aussi. Hmm. Dommage pour Michel Drucker. Dommage pour Michel Drucker, ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment triste. C'est pas juste la règle pour le collège électoral, les 80 ans. Ah, je crois que t'as raison. Attends, parce que moi ça me dit quelque chose d'avoir vu ça. Pour voter, tu dois avoir maximum 80 berges, mais pour être élu, c'est pas sûr. J'ai un doute là-dessus. Pour être élu aussi, je suis nul en constitution. Je suis nul en constitution de l'Église. Hmm. Donc Manuel Valls a ses chances. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Manuel Valls peut y arriver, on le lui souhaite. Tiens, je me demandais, vous êtes en vacances, vous, en ce moment, ou vous bossez? Il y a du monde qui est en vacances dans le chat? Et il y a du monde autour de vous qui est en vacances? Non, il y a beaucoup de boulot, hein. Petites vacances, ça bosse. Chômage. Télétravail, chômage, ça bosse. Congé. Ok. Télétravail, taf. Ouais, donc en fait, vous êtes vachement nombreux à bosser. En fait, j'arrive pas à mesurer l'effet des vacances sur les audiences Twitch. C'est toujours un peu compliqué à mesurer. J'ai l'impression que la consommation de Twitch, elle est plus routinière. Hmm. Faudrait quantifier en fonction des zones de vacances. Oui, t'as raison. En plus, c'est vrai qu'il y a des zones, donc ça nique un peu la stat. Enfin, tu veux dire que vous habitez pas tous à Paris? Bon, pourtant tout le monde vit à Paris, non? Enfin, je vois pas l'intérêt d'habiter ailleurs en même temps. Si t'es pas à Paris, t'as pas la fibre, alors... C'est parce que les streamers discussion comme toi, ça s'écoute au boulot sans problème. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hmm. Ah oui, il y a Pau aussi. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, il y a Pau aussi. Il y a Paris et il y a Pau.
Il y a Paris, il y a Pau. Il y a un sondage dans le chat, si vous voulez nous dire ce que vous êtes en train de faire. Trop de Parisiens à Paris, mais ça a toujours été le problème, ouais. Non, mais ouais, intéressant, curieux. Je vous rappelle que demain après, on se refait une petite revue d'actu peinard. Et qu'ensuite, c'est rendez-vous vendredi à 16h pour Frames. Hop. Et en ce qui me concerne, je vais aller dormir avant de me rendre à la radio. Je suis à 19h20 ce soir sur France Inter, dans le téléphone sonne pour parler des jeunes. Et ensuite, je vais trouver l'étude du cercle économiste, du cercle des économistes. Et on va faire un petit raid chez Wingo. Merci les copains d'avoir été avec moi pendant ce stream. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous à demain. Et profitez bien de la suite du stream chez Wingo. Il est en train de jouer à Trackmania tranquille. Donc des bisous. À plus tout le monde. Ciao ciao. Sympa pour découvrir tout, mais je sais pas. Ouais, pour le content, bien sûr, mais...